tous, je suis Julie du blog Atelier Villa et ceci est un épisode de podcast un petit peu particulier puisque je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées à propos de ma pratique de la couture cette fois-ci. Donc comment j'ai commencé, comment j'ai progressé, mes conseils, mes astuces, voilà, plein de questions, j'en ai même eu beaucoup, donc je vais essayer de répondre en tout cas au maximum et si jamais si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les mettre en commentaire et puis je pourrais peut-être faire une autre vidéo ou alors des vidéos plus spécifiques pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, c'est parti. Première question. Depuis quand est-ce que je couds? Alors ça va faire 6 ans que je me suis mise à la couture et depuis c'est vrai que c'est une vraie addiction. Voilà, c'est difficile de passer 2 ou 3 semaines sans coudre. En tout cas j'ai toujours des idées qui me viennent et dès que je reviens à ma machine à coudre, voilà, je suis à fond. Donc ça passe très vite. Comment je suis venue à apprendre la couture? Alors, cette histoire, c'est assez drôle, je sais pas si vous suivez le blog Atelier Villa depuis longtemps, mais donc à la base, le blog était à 4 mains, donc avec ma copine Mélanie, qui maintenant officie sous le pseudo Cousette Chérie. Donc en fait, c'est elle qui m'a mis le pied dans la couture. Je n'avais jamais pensé à faire de la couture avant. Voilà, ma maman cousait un petit peu quand j'étais petite, mais j'ai jamais vraiment fait attention. Elle prenait des cours et savait coudre. Et en fait, on voulait faire un projet à deux. Donc moi, j'ai décidé de lui apprendre, en tout cas, lui donner des conseils pour la photo et la création d'un site internet. Donc c'est moi qui gérais un peu les visuels et j'ai créé le blog à l'époque, etc. Et puis de son côté, elle m'a commencer à me montrer comment coudre, me donner envie, me montrer les marques de patron, les tissus, etc. Donc c'est comme ça que j'ai commencé avec son aide et depuis voilà c'est une vraie addiction. Donc j'ai appris à coudre de manière autodidacte, j'ai jamais pris de cours de couture ou quoi que ce soit. Quand j'ai commencé, ma maman m'a donné sa machine à coudre qu'elle avait depuis quelques années, c'était une Singer qui était voilà, de moyenne gamme, vraiment sympa. Donc elle m'a juste montré en 30 minutes comment enfiler la machine, comment voilà, faire la canette, comment faire un point droit, voilà à peu près comment de manière technique la machine à coudre. Et puis elle m'a dit vas-y prends-la avec toi et puis lance-toi. Donc c'est surtout YouTube, clairement les vidéos YouTube m'ont beaucoup aidé et également les livres de couture. Voilà, j'ai beaucoup appris dans les livres de couture, également dans les patrons indépendants parce que je trouvais à l'époque que les patrons indépendants expliquaient beaucoup mieux les techniques que certains patrons, par exemple Burda, enfin voilà, j'en ai fait quelques-uns des Burda mais ça n'a jamais été un plaisir. Je pense que pour coudre ce genre de marque, il faut déjà savoir vraiment coudre en fait parce que les techniques ne sont pas expliquées, alors que certains patrons indépendants expliquent vraiment bien, il y a beaucoup de schémas, voire même des vidéos pour nous accompagner, donc c'est vrai que c'est par là que je suis passée pour apprendre à coudre, donc beaucoup de pratique surtout, voilà, des projets très simples au début et puis voilà, ça se complexifie au fur et à mesure. Quel a été mon tout premier projet couture? Alors, j'avais déjà cousu avec ma maman une petite pièce quand j'avais, je pense, à peu près 14 ou 15 ans, donc je vous la montre parce que je l'ai retrouvée voilà, chez moi. C'était plutôt une customisation puisque j'avais fait un sac en bandoulière à partir d'un vieux jean. Donc voilà, il y avait du scratch pour le fermer. C'est un sac en bandoulière, voilà, fait à partir d'un vieux jean. Donc c'était un peu ma première vraie cousette, même si c'est pas vraiment une cousette. Mais voilà. Par contre, le premier projet, quand j'ai commencé la couture, donc quand on a créé le blog Atelier Villa, moi à la base, je pensais coudre des accessoires. Je me suis dit c'est plus simple, c'est plus petit, Mélanie fera tout ce qui est couture voilà, de vêtements et moi je vais faire des accessoires. Donc mon premier projet c'est un headband, voilà, que j'avais bidouillé, voilà, avec le tissu qui se resserre comme ça, qui est noué. Et puis en théorie c'était élastiqué la bande mais elle est pas très élastiquée. Donc voilà, un premier bidouillage, les finitions c'est pas ça, j'avais même pas suivi de tutoriel, j'avais voulu faire ça à l'instinct. Donc première pièce, on va dire, un petit accessoire. Ensuite je me suis quand même dit que c'était pas si mal finalement la couture et j'ai aussi cousu une petite jupe, la jupe mini de M comme Marie à l'époque, en tissu Pretty Mercerie d'ailleurs je me souviens. Par contre je l'ai pas gardée parce que les finitions c'était vraiment une catastrophe, je savais pas poser du biais donc voilà c'était vraiment difficile de la garder dans le temps.
Mais voilà, on apprend au fur et à mesure, on apprend de ses erreurs et je n'ai jamais regretté coudre quelque chose parce que j'ai toujours appris. On me demande mes marques de tissus favorites. Alors il y en a beaucoup parce que j'aime bien tester plein de choses, plein de matières, plein de marques. Donc c'est vrai que j'en ai pas mal. Donc la première qui me vient à l'esprit forcément c'est les coupons de Saint-Pierre parce que petit prix, voilà, coupon de 3 mètres, c'est hyper pratique. Quand j'ai commencé j'allais souvent au coupon de Saint-Pierre à la boutique qui est à Montmartre parce que voilà c'était pas très cher et je pouvais essayer de me coudre plein de choses avec ces grands coupons, donc c'était vraiment pas mal du tout. Et je continue bien sûr à acheter au coupon de Saint-Pierre, surtout que j'y travaille, mais on en reviendra juste après. Donc les merceries en ligne que j'adore également, c'est Pretty Mercerie pour la qualité et la variété des tissus. On n'est jamais déçu, c'est toujours vraiment canon. Également Cousette, qui font aussi leur collection singulière by Cousette, qui sont toujours magnifiques, voilà, des super viscoses, j'adore. Atelier Brunette, c'est une évidence, j'en achète beaucoup, voilà, le budget est un peu plus élevé forcément. Au début j'avais beaucoup de mal d'acheter des tissus un peu plus élevés, enfin un peu plus chers. Je me suis rendu compte que dans le temps, c'est ce que je portais le plus. Voilà, quand un tissu était vraiment pas cher, ou la qualité était bof, il s'abîmait plus vite forcément et je finissais par moins le porter, alors que des tissus que j'achetais plus cher, j'ai rarement été déçue et je finis par les porter énormément, ces cousettes, donc je ne regrette pas, même si parfois c'est sûr que ça coûte un peu plus cher. Donc voilà pour Cousette, voilà pour Atelier Brunette, également Mondial Tissu. Alors c'est un peu la base, il y en a partout en France, voilà, je suis de Nancy à l'origine, et donc il y avait déjà un Mondial Tissu à Nancy, donc voilà, c'est vraiment la base, une grosse référence, beaucoup de tissus de toutes sortes, on peut, voilà, vraiment, mais pas très cher en plus, donc ça que c'est sympa. Un chat sur un fil également, j'ai acheté beaucoup de jolies choses chez eux, la qualité est toujours top, c'est vrai que c'est vraiment canon. Également Églantine et Zoé, alors je la suis depuis longtemps parce qu'à la base je cousais également ses patrons, quand elle faisait des patrons de couture. Maintenant c'est des tissus qui sont de super qualité, des très belles viscoses, crêpes de viscose, donc ça je vois que j'en ai quelques-unes et je les adore. Chaque fois je bave devant ces collections qui sont magnifiques. Et également je voulais parler de Liz Taylor, voilà, qui s'est lancée il n'y a pas si longtemps que ça dans les tissus et j'en ai peut-être 3 ou 4 peut-être de chez elle et à chaque fois la qualité est top. J'aime beaucoup, les imprimés sont très délicats, très fins, ça donne toujours très envie. Et je ne parle même pas de tous les tissus, toutes les marques de tissus, tissu.net, énormément de choses qu'on trouve en ligne. J'avoue que je commande assez peu chez eux, mais voilà, qu'on ne peut pas commander partout. Il y a énormément de jolis tissus partout, et c'est vrai que c'est surtout sur Instagram que je suis beaucoup inspirée. Ça donne très envie quand on voit une cousette de quelqu'un de craquer pour le même tissu. Mes marques de patron favorites. Alors c'est pareil, c'est très difficile parce que en 6 ans de couture, du coup, quasiment, je crois que j'ai fait le compte et j'ai fait en tout cas testé plus de 50 marques de patrons. Donc c'est énorme. C'est vrai que je me faisais, surtout au début, un pied de nez de vraiment tester les marques de patrons. Voilà, je voulais vraiment tester les explications, les schémas, comment ça tombait, voilà, vraiment tester plein de marques. Donc j'ai testé beaucoup de créatrices indépendantes, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a également des plus grosses marques de patrons que j'avais testées. Mais c'est vrai que j'en ai voilà, testé du coup beaucoup, je peux pas tous les citer ici, si vous voulez savoir plus c'est direct sur mon blog. Voilà, j'ai également un onglet spécial avec toutes les marques des patrons que j'ai testées, pour vous donner un peu une idée. Donc j'ai testé effectivement beaucoup. La première qui me vient à l'idée c'est Atelier Charlotte Ozou, parce que j'ai beaucoup appris avec ces livres au début, qui sont... c'est des patrons très simples, mais avec un petit quelque chose qui fait qu'on n'est jamais déçu. C'est toujours sympa, on peut le complexifier, on peut changer plein de petites choses. C'est des bonnes bases pour s'amuser après en couture. J'ai beaucoup appris avec elle, avec ses patrons. Donc je dirais voilà, Atelier Charlotte Ozou, grosse fan. Après il y a également plein de marques, il y a Atelier Escamit, voilà, c'est pareil, j'ai énormément appris avec ces tutoriels vidéo, surtout au niveau des finitions qui sont toujours soignées. C'est un vrai plaisir de coudre du Atelier Escamit à chaque fois, ça tombe très bien, c'est voilà, toujours un plaisir. Donc Maison Fauve, je suis Émilie depuis très longtemps, je trouve qu'elle a un style incroyable, à part vraiment des autres créatrices.
On aime ou on n'aime pas ces pièces, mais il y a toujours quelque chose de très fort, très un peu défilé. Et je trouve ça vraiment sympa. Voilà, Maison Fauve, à chaque fois, je craque. J'adore. Voilà, c'est vraiment des pièces iconiques un peu de ma garde-robe que je porte énormément. Également Anna Rose Pattern, voilà, qui fait également de très jolis patrons. J'en ai testé pas mal et j'aime à chaque fois beaucoup. Pretty Mercerie qui s'est lancé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai 3-4, peut-être même 4-5 patrons de chez eux et j'adore. Enfin voilà, il y a la jupe Bellis que j'ai déjà cousue 2 fois, Malva, la blouse 2 fois également. J'ai cousu Cosmo, enfin voilà, j'en ai cousu quelques-unes. I Am Pattern, c'est aussi une marque que j'aime beaucoup, plein de patrons sympas, un peu des basiques, mais voilà, on a toujours besoin de basiques et pour pouvoir les customiser en fonction du tissu, en allongeant une manche, en changeant quelque chose, c'est très sympa. Il y a Blousette Rose aussi qui a des patrons très basiques mais vraiment sympas que j'aime beaucoup. C'est difficile de toutes les citer. Il y a également Mimoy Pattern, voilà, c'est pareil, j'adore. J'adore le style de la créatrice, chaque fois elle tombe dans le mille quand elle crée un nouveau patron, je suis fan. Slow Sunday Paris, j'adore également l'univers, très délicat, très féminin. Je suis jamais déçue non plus, voilà, c'est vraiment des créatrices que j'aime beaucoup. Après il y a des sites comme Makerist, où on retrouve plein d'autres créatrices également, ou des sites également comme With You qui proposent voilà, une palette de créatrices, c'est super pratique. On peut chercher par exemple robes et on a toutes les robes de différentes créatrices, ça évite d'acheter sur chaque site de créateurs indépendants. Très sympa. Bah, c'est des petits sites sympas, mais voilà. En tout cas beaucoup de patrons, faut pas hésiter à les tester. Est-ce que je suis plus patron papier ou PDF? Alors grande question, j'ai l'impression que la sphère couture est un petit peu divisée là-dessus. J'ai pas d'avis, pas de préférence. Honnêtement, je vais aller davantage vers le PDF parce que c'est plus rapide. Parce que quand je veux quelque chose, je le veux tout de suite. Donc voilà, on peut l'imprimer plus facilement. Ça me dérange pas personnellement de scotcher les pages. J'ai pas de... voilà, depuis le début je le fais, voilà, je me suis habituée je pense. Et j'ai une massicoteuse voilà, qui coupe en fait les carrés autour des feuilles quand il y a besoin. Donc ça va très vite. Voilà, le scotch pas de soucis. Et puis ça permet également de découper dans ces pages et de pas avoir à décalquer, ce qui est parfois une étape un peu embêtante on va dire. Donc voilà, ça dépend vraiment. Pour des gros patrons comme un manteau où je vais peut-être avoir tendance à prendre un patron PDF, patron pochette. Par contre pour des petites blouses etc que je pense faire une fois ou deux seulement, le patron PDF est parfait. Je dirais plus que je m'oppose au niveau des marges de couture. Je vote pour les marges de couture incluses partout parce que j'ai tendance à les oublier quand elles y sont pas. Donc voilà, c'est plus ça qui m'importe. Comment bien choisir l'association patron tissu? Alors, grande question, je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre, effectivement, parce que quand j'ai commencé, les principaux problèmes que je rencontrais, c'était ça, d'avoir choisi le mauvais tissu pour le patron. Pour ça, je pense que vraiment, il faut faire confiance aux créatrices qui précisent à chaque fois dans leur patron quel tissu conviennent. Je pense qu'il faut, en tout cas pour une première version d'un patron, toujours, voilà... aller dans les tissus qui préconisent parce que c'est vrai que c'est toujours voilà, ce qui tombe le mieux sur le patron. La créatrice l'a prévu pour se tomber, voilà, si elle veut de la viscose, il faut toujours privilégier de la viscose. Si elle veut du coton, il faut aller dans le coton. Ça dépend en fait de la coupe du vêtement, du rendu qu'on veut. Mais je pense que pour une première version, il faut toujours tester dans les matières qu'elle préconise, clairement. Et après, en fonction du tombé qu'on a de la pièce, on peut adapter, on peut se dire bon bah finalement si le tissu tombe plus mou, ça me dérangera pas parce que je sais comment il tombe, comment la coupe tombe sur moi, donc ça va. Mais je pense qu'on va toujours privilégier les préconisations de la créatrice, sachant qu'effectivement pour commencer c'est toujours du coton qu'on recommande, ça glisse moins, ça tient mieux, ça tire les plis, ça voilà, c'est plus facile à travailler, donc foncez pour le coton pour démarrer. Quel métier je fais et est-ce un rapport avec la couture? Alors, quand j'ai démarré le blog il y a bientôt 6 ans, j'étais webmaster pour une marque de prêt-à-porter, une petite marque de prêt-à-porter sur Paris. Donc je m'occupais de mettre en ligne les pièces, faire des shootings, etc. Et puis au bout de 2 ou 3 ans je crois, à force de partenariat, surtout avec les Coupons de Saint-Pierre. Donc voilà, il s'est avéré qu'il y avait un poste qui se libérait chez eux de webmaster et du coup voilà, ils m'ont proposé le poste et je n'ai pas hésité, j'ai foncé pour allier du coup mes compétences professionnelles de webmaster et mon amour de la couture. Donc maintenant voilà, je travaille au Coupons de Saint-Pierre, ça va faire 2 ans et demi.
Voilà, je m'occupe de pas mal de choses, donc je mets des tissus en ligne, je m'occupe des visuels sur le site, également des newsletters, de la page Facebook, quand il y a des événements, quand il y a des tutoriels sur le blog des coupons, c'est ma petite main qui les couse, quand on doit faire des prototypes pour des magazines, voilà, pour de la presse, certaines choses. Donc je fais pas mal de choses et c'est un vrai plaisir. Quand on n'a pas de projet précis en tête, combien de mètres est-ce qu'on prend de tissu? Alors c'est une question qui revient beaucoup, combien de mètres par projet? Quand j'ai commencé, je prenais 1,50 m et en fait c'est pas suffisant pour tout faire, clairement. Je dirais 2 mètres. Si vous n'avez pas d'idée précise de ce que vous voulez réaliser, 2 mètres c'est bien. Ça vous permet de faire quasiment tous les hauts possibles. Et puis également des robes, si les manches ne sont pas très longues et si l'ampleur de la robe n'est pas énorme, je dirais qu'avec 2 mètres on peut pratiquement tout faire. 3 mètres c'est l'idéal de chez l'idéal parce que clairement on peut quasiment tout faire avec 3 mètres. Voilà, entre 2 et 3 mètres je dirais. Mais 1,50 m, je l'ai souvent fait et je me suis souvent rendu compte que c'était pas forcément suffisant pour tout faire et j'étais parfois bloquée. Donc n'hésitez pas à prendre 2 mètres si vous n'avez pas d'idée de projet précis. Est-ce que je fais des toiles avant de coudre? Et notamment lorsque je teste un nouveau patron. Alors je suis pas trop toile, je prends malheureusement pas le temps, j'avoue. Je devrais, clairement je vous le conseille d'ailleurs si vous avez un peu le temps et si vous êtes motivé. Les toiles ça permet vraiment d'avoir un meilleur rendu, de s'assurer en tout cas d'un meilleur tombé sur nous du patron. Simplement ce que je fais si je fais pas de toile, c'est que je connais mes mensurations, je sais quel tour de poitrine, avec quelle aisance j'aime bien, je me sens à l'aise dedans. Et du coup, quand j'ai le patron à plat, je vais mesurer en fait la largeur du devant et la largeur du dos, en enlevant bien sûr les 1 cm de couture de chaque côté, pour m'assurer en fait de la largeur sur moi. Et si je vois que c'est vraiment démesurément trop petit ou démesurément trop grand, je vais choisir une taille au-dessus ou une taille en dessous. Mais la plupart du temps, ça me permet de pas me tromper dans les tailles. Également pour les bras, voilà, je sais à peu près la largeur de bras qu'il me faut pour être à l'aise dans les manches. Donc je mesure simplement sur le patron et je vois tout de suite s'il faut que je prenne taille au-dessus ou en dessous pour me sentir à l'aise. C'est vraiment les principales choses en tout cas pour moi, taille de poitrine, bras, parce que parfois voilà, les bras sont un peu serrés je trouve. Donc les bras, ça m'arrive souvent de prendre une taille au-dessus au niveau des bras quand la pièce est trop fitée. Et puis les hanches, quand il s'agit de robe, bien sûr, ou la taille. Voilà, je connais les mensurations, je fais bien attention. C'est un très bon conseil que je peux vous donner, c'est de vous connaître ce qui vous va. Connaître ses mensurations, c'est une chose, mais connaître également l'aisance qui nous plaît. Voilà, ce qu'on préfère être près du corps, là dans ce cas on peut compter peut-être 3 cm d'aisance ou 5, alors que si on aime être un peu plus à l'aise, on va compter facilement 10 ou 15 cm d'aisance pour être à l'aise. C'est ça qui est vraiment un petit conseil sympa. Quelle organisation j'ai quand je couds un nouveau projet? Alors je suis pas très organisée, malheureusement, voilà, je vais peut-être essayer de faire une vidéo de ma pièce couture, mais c'est pas forcément toujours très bien rangé. J'aime bien tout étaler, voilà, et puis je me lance au fur et à mesure. Et ce qui m'arrive tout le temps, et ce que je ne vous conseille pas, c'est que j'oublie toujours d'acheter des boutons, notamment quand je couds une chemise par exemple. À chaque fois j'arrive à l'étape bouton et je me dis j'ai pas prévu les boutons. Donc voilà, c'est vrai que je vous conseille par contre de ne pas m'écouter et de faire une checklist avant de commencer votre projet pour être sûr d'avoir le thermocollant qu'il faut, le fil qu'il faut, l'aiguille qu'il faut. Parce que si vous cousez des tissus très délicats, on conseille une aiguille Microtex qui est vraiment très fine et qui permet de pas abîmer le tissu. Donc vraiment de faire une checklist de tout ce qu'il vous faut, des boutons s'il y a besoin, une fermeture éclair, etc. Pour être sûr d'avoir tout ce qu'il vous faut avant de commencer, pas faire comme moi qui me retrouve toujours à terminer une pièce, sauf les boutons. Est-ce que j'ai des conseils pour trouver des patrons gratuits? Alors, je préfère toujours, je l'avoue, même au début, acheter des patrons parce que c'est quand même du travail des patrons. Créer un patron, c'est du travail et ça mérite salaire, entre guillemets, ça mérite d'être payé. Donc j'ai pas fait tant que ça de patrons gratuits, clairement. Par contre des tutoriels, j'ai séparé en tout cas les vrais patrons des tutoriels qui sont souvent faits à partir de patrons qu'on a déjà ou à partir de patrons de base ou de vêtements qu'on a, on peut découper etc. des manches pour se créer son propre patron. Donc
J'en ai pas testé tant que ça, on va dire des patrons gratuits. Par contre, des tutoriels, il y en a beaucoup. On peut en trouver notamment sur le blog des coupons de Saint-Pierre. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais il y en a beaucoup qui sont très sympas, me faire plein de petites choses. La jupe Sacré-Cœur que j'ai adoré et que j'adore voir coudre, enfin partout, j'adore. Plein de petits tops avec des volants, sans volant, des manches sur le dos, etc. Plein de tutoriels. Après également le site Makerist, je sais qu'ils vendent des patrons et des tutoriels, on va dire, qui sont souvent pas chers, voilà, on en trouve à 2 euros, 2-3 euros parfois, donc ça vaut le coup, ils font pas mal de promos, donc si vous voulez commencer avec des patrons pas très chers, je peux vous conseiller ce site-là, Makerist. Est-ce que j'utilise mon mannequin de couture? Alors oui, depuis que je l'ai, ça va faire peut-être 4 ans au moins. J'avais commandé à Noël à ma maman. Je ne regrette pas une seconde, je l'adore ce mannequin. Voilà, effectivement j'utilise beaucoup. Alors bien sûr, pendant que je couds une pièce, je vais avoir tendance à l'essayer sur moi. Mais dès que je couds par exemple les épaules et les côtés, je vais le poser sur le mannequin et je vais tout de suite voir si ça tombe du mannequin et qu'il va falloir que je reprenne peut-être l'emmanchure sur le haut, ou si c'est vraiment trop large ou si c'est vraiment trop serré. Voilà, c'est un mannequin réglable qu'on peut mettre du coup à ses mesures et je vois tout de suite si ça va aller ou pas, si j'ai des choses à retoucher. Après par la suite bien sûr je vais l'essayer sur moi, mais ça permet d'avoir vraiment un premier tombé et un premier recul sur la pièce. On peut l'avoir vraiment à 360, surtout le dos, parce que quand on l'essaye, c'est pas toujours facile de voir son dos. Donc c'est vrai que c'est vraiment sympa de voir à quelle hauteur ça tombe, de voir voilà, au niveau du décolleté, parce que tout de suite, à force de mettre des pièces sur ce mannequin, je vois comment ça tombe sur lui et comment ça va tomber sur moi à peu près. C'est vrai que le mannequin de couture aide beaucoup, je le conseille si vous voulez un peu progresser, voir un peu mieux vous rendre compte en fait de ce que vous réalisez. L'éthique des tissus est-elle importante pour moi? Alors, j'aimerais dire que oui, je ne couds que des tissus bio, éthiques, écolo, etc. C'est malheureusement pas toujours le cas pour différentes questions. On n'est pas parfaite. Voilà, déjà qu'on n'achète pas forcément des pièces dans le commerce. Ça m'arrive avec grand plaisir de coudre du bio, de l'éthique, du Made in France. Voilà. Mais malheureusement, voilà, tous les tissus ne sont pas. Je veux pas forcément me donner de barrière si le tissu n'est pas écologique. Voilà. Effectivement, la viscose, c'est réputé pour être pas très écologique. Mais voilà, le tombé et le fait de porter la pièce 1000 fois me fait me dire que, bah voilà, effectivement, la pièce n'est pas si écologique de base, mais elle est beaucoup portée par la suite. Donc j'essaie de me dire que c'est, voilà, que de prendre ça sur moi. On peut pas être parfaite, on n'est pas, voilà, on peut pas s'habiller qu'en chanvre et qu'en lin made in France. Donc voilà, je fais au mieux. En tout cas, j'essaye de pas en acheter des tonnes, même si j'ai quand même pas mal de tissus en stock. En tout cas, de les coudre et de les porter surtout. Je trouve que voilà, si une pièce est beaucoup portée, ça minimise un petit peu, on va dire, l'impact, même si c'est jamais parfait. Ce que je privilégie par contre, c'est la qualité. Voilà, le tissu peut être un peu plus cher, mais si c'est de qualité, je vais pas hésiter parce que je vais le porter encore une fois 1000 fois et que ça va valoir le coup dans la durée. Parmi toutes mes créations, quelle est la pièce que je porte le plus? Alors c'est très difficile parce que j'aime bien changer, je porte beaucoup de choses au quotidien, sachant que des vêtements du commerce qui me restent, c'est uniquement, quasiment, les jeans, parce que j'ai cousu pas mal de jeans, enfin pas mal, non, quelques-uns, pas assez clairement, j'en ai cousu quelques-uns et c'est jamais le jean, entre guillemets, parfait. Voilà, j'ai toujours quelque chose à lui reprocher, je me sens jamais aussi à l'aise que dans un jean du commerce. Par contre, tout ce qui est haut, top, blouse, robe, jupe, manteau, ça fait peut-être 5 ans que j'ai pas acheté, depuis que je couds, que j'ai pas acheté de manteau. Ni de veste, ni de robe d'ailleurs, enfin voilà, vraiment je n'achète quasiment plus rien. À part les jeans, voilà, les sous-vêtements également, j'ai cousu quelques culottes, mais ça m'a pas plus que ça. Donc je vais pas forcément pas envie de me forcer, la couture c'est quand même du plaisir, c'est un loisir. Donc voilà, je veux quand même prendre plaisir à coudre mes pièces. Donc je couds beaucoup de choses, c'est difficile de retirer les pièces que je porte le plus, j'en ai sorti 3 comme ça, mais c'est vrai que voilà, ça pourrait être des tonnes d'autres, clairement. J'ai une petite jupe que j'avais cousue, je crois que c'était cet hiver, ou l'hiver d'avant peut-être. C'est celle-ci qui est une jupe de Jolie Lab, qui est une jupe de ma petite garde-robe que j'aime beaucoup, réalisée en suédine camel, qui va avec tout été comme hiver. Voilà, je l'adore. Il faudrait que je la couse en noir d'ailleurs pour la porter encore plus souvent, avec plein d'autres choses. Il y a également cette robe, la Belle Ville de Louis-Antoinette,
réalisée en tissu atelier brunette. Donc voilà, ceinturée, élastiquée à la taille. Je l'ai énormément portée parce que à la base, l'été je porte beaucoup de robes, mais l'hiver quasiment pas. Je suis toujours en jean et pull. Et cette robe m'a fait porter plus de robes en fait. Je me suis rendu compte qu'elle passait avec tout, des collants opaques, un petit pull au-dessus, un petit gilet, une veste, et ça passait très très bien. Donc je vais essayer de porter plus de robes les prochains hivers parce que c'est quand même super sympa. Et puis une chemise, cette chemise là qui vient, je crois que c'est la chemise Eddie de Mimoy Pattern en coton, des cotons de Saint-Pierre, un coton un peu brodé que j'avais customisé avec un petit volant. Je l'ai énormément porté au printemps, voilà, elle est hyper agréable, le tissu est top, très léger, mais pas transparent, on se sent super bien dedans. Donc voilà, après je pourrais en citer 1000 autres, je pense que je cours à peu près une cinquantaine de pièces par an, depuis 6 ans, donc ça fait beaucoup. Bon, il y en a que j'ai pu avec moi, clairement, il y en a qui... j'ai un peu changé de style on va dire, on évolue, on vieillit, donc il y a certaines pièces que je ne porte plus du tout, que j'ai données... au recyclage, voilà, mais c'est voilà, c'est le parcours de couture, on peut pas non plus avoir le même style pendant 1000 ans, mais en tout cas il y a énormément de pièces que je porte au quotidien, mon armoire est remplie de pièces que je couds, et je continue encore à le remplir, mais il y a encore un peu de place, ça va. Quelle est mon organisation couture et tricot? Combien de temps je passe dans les deux disciplines? Alors ça dépend vraiment des mois, des semaines, des jours. Il y a certaines journées où je ne couds pas du tout, ou semaines d'ailleurs que je ne couds pas du tout, et inversement pour le tricot, ça dépend. Quand je veux me poser sur le canapé avec mon chéri, je vais prendre mon tricot, et quand je veux coudre, je vais m'enfermer dans ma pièce couture pendant toute la soirée, et jusqu'à 1h du matin, ça m'arrive, pour me mettre à coudre. Donc ça dépend. Des inspirations, de ce que j'ai envie, de ce que j'ai besoin, du temps. Voilà, avec le printemps, on a envie de coudre plein de petites robes pour l'été. Dès que le temps est plus maussade, on a plutôt envie de cocooning, de chaleur, donc on va se porter plutôt sur le tricot. Ça dépend, j'ai vraiment pas d'organisation précise, c'est vraiment au feeling, à l'envie. Je veux jamais me forcer. Si j'ai pas envie de coudre ou de tricoter, eh bien je ne couds pas, je ne tricote pas. C'est vraiment... ça doit vraiment rester un plaisir, enfin c'est un loisir créatif, je m'évade, je me fais plaisir, donc je pense que le plaisir est quand même une part hyper importante de mes pratiques. Voilà, j'ai toujours envie de pas me forcer et de faire quelque chose qui me plaît. Est-ce que je fais des moodboards? Alors au tout début du blog, il y avait des mini moodboards pardon, que je mettais sur chaque pièce parce que j'aimais bien réfléchir, je savais pas trop où aller, ça allait doucement, donc j'avais besoin de me poser, d'être sûre. Et puis au fil du temps, voilà, le temps manque, on n'a pas forcément le temps pour chaque pièce de créer un univers, etc. Donc je l'ai beaucoup moins fait, et puis récemment, avec le confinement, c'est vrai que je me suis remise un peu à faire des moodboards. Bon, c'est très simple, hein, je fais ça sur l'équivalent de PowerPoint sur Mac. Du coup, voilà, je place simplement j'ai un petit dossier par saison plus ou moins, et voilà, dès que je vois des photos sur Pinterest, sur Instagram, sur voilà, des images de magazines, en ligne, de sites, je mets tout ça sur une petite page et je fais une page par projet où je mets un peu les couleurs qui me plaisent, les différents patrons. C'est vrai que je l'ai jamais trop partagé parce que bon voilà, je pense pas forcément, mais c'est bien aussi de mettre sur page ce qui nous inspire, et c'est vrai que c'est sympa après de revenir plus tard et de regarder le cheminement qu'a connu une cousette en fait pour naître. Passer par plusieurs étapes, une envie d'imprimer et puis mixer à une envie de coupe, et puis on mélange les deux et puis on a notre cousette à nous. Quel rangement pour mon atelier et mon organisation? Alors comme je disais, je ne suis pas très organisée. Le rangement c'est compliqué avec moi, ça m'arrive parfois de perdre des patrons alors que je les ai cousus, donc ils doivent bien être quelque part dans cette pièce, mais on ne sait pas où. Donc oui, l'organisation c'est pas trop mon fort, j'avoue, je vous montrerai tout ça de toute façon dans une petite vidéo un peu plus tard. J'ai pas d'organisation précise, vraiment, c'est au feeling. Voilà, je me mets une petite vidéo, un petit podcast en fond, et puis je me mets à coudre, à prendre mon temps, à m'amuser. Alors, le choix des vêtements coup de cœur ou besoin.
Je dirais un peu des deux. Pas trop besoin parce que, comme je le disais, voilà, c'est un plaisir, voilà, c'est un loisir. Donc je préfère faire ce qui me plaît de faire. C'est-à-dire que même si j'ai énormément besoin d'un jean, eh bien tant pis, je vais aller l'acheter dans le commerce et puis je vais me coudre la millième petite blouse qui me plaît. Voilà, c'est quand même c'est important de se faire plaisir, je trouve, dans nos loisirs. Donc c'est, je dirais quand même plus coup de cœur du coup, parce que coup de cœur tissu, coup de cœur patron, même si c'est la millième blouse, et bien tant pis, c'est ce qui me fait plaisir, c'est ce que j'aime porter, et même si j'ai un besoin essentiel, bon voilà, ça m'arrive quand même de me forcer un petit peu de temps en temps, entre guillemets, de coudre quelque chose dont j'ai vraiment besoin, un coussin s'il faut en refaire un, voilà, c'est pas très agréable de coudre un coussin, mais je vais le faire, ou certaines choses, ou réparer des vêtements, voilà, c'est pas toujours très sympathique de repartir sur des anciennes cousettes, de changer des boutons, de changer un ourlet, mais ça peut faire, voilà, par la suite, le fait qu'on porte beaucoup plus une pièce. Du coup, je suis un peu entre les deux, mais quand même plus coup de cœur. Mes conseils pour progresser d'un niveau débutant à un peu plus. Alors, je dirais coudre, coudre, coudre. Donc on en revient toujours là. Ce qui permet d'avancer, c'est la pratique. C'est de tester, de coudre, de découdre, de recoudre. Voilà, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux, je dirais. Se tromper, c'est la meilleure des écoles. Donc je me suis beaucoup trompée, entre guillemets, au début, effectivement. Une emmanchure cousue dans l'autre sens, bah, on doit tout redécoudre, etc. Les coutures anglaises, par exemple, de bien comprendre qu'au départ, c'est envers contre envers, et ensuite on retourne. Par l'habitude, eh ben, on va faire l'inverse, etc. Donc je dirais que c'est vraiment la pratique. Et puis, trouver des patrons un peu plus. Voilà, on commence par des patrons vraiment débutants. Un Trop Top d'Ivan Soufflet par exemple, des patrons de Cozy Little World qui sont très simples aussi, très accessibles. Il y a plein de patrons vraiment très accessibles. Je pourrais d'ailleurs ces jours vous faire un petit article sur les patrons vraiment débutants que je conseille, que j'ai cousu au début. Et puis par la suite on prend des patrons un peu plus compliqués. Alors pas tout de suite une fermeture éclair forcément, mais un décolleté en V par exemple qui est un peu plus compliqué que le décolleté rond. Une manche un peu différente, on teste par exemple un bracelet de manche. Des fronces, voilà, les fronces c'est au fur et à mesure, d'abord une pièce avec un petit peu de fronce et puis de plus en plus, pour s'habituer, pour tester sa technique, se challenger un petit peu. Et au fur et à mesure, on apprend avec les patrons, avec les vidéos sur YouTube, avec les livres de couture. Il y a énormément de ressources maintenant pour progresser. Quels sont les livres que je recommande? Alors j'en ai des tonnes, vous pouvez voir là-bas une bibliothèque avec pas mal de livres et de magazines, mais j'en ai également ailleurs dans l'appart. Donc les livres couture j'en ai beaucoup, c'est beaucoup comme ça que j'ai appris au début. Mes premiers livres couture c'était Atelier Charlotte Ozou, notamment celui-ci, qui était génial. Donc apprendre à coudre ses vêtements et accessoires. Également apprendre à coudre ses robes et petits hauts. Voilà, j'en ai beaucoup fait dans ces bouquins. Ça explique très bien aux éditions Mango. J'aime beaucoup cette maison d'édition. Voilà, les patrons sont simples, accessibles, mais très sympas. On peut vraiment les customiser à merveille et faire plein de jolies choses. Donc ces livres-là, pour moi, c'est une bible. On va dire ça comme ça. Après, j'ai plusieurs autres livres. Coudre le stretch de Marie Poisson, qui est génial pour... Voilà, si vous avez des questions sur le stretch, finalement ce livre est une bible. On y trouve tout ce qu'il faut, c'est juste passionnant. Voilà, le stretch c'est un peu moins mon truc, j'avoue, je suis plutôt une couturière de chaîne et trame que de stretch. Bon ça après chacun ses plaisirs. Donc je suis moins un stretch, mais en tout cas j'ai appris énormément avec ce livre. Après il y a des livres de patrons. Comme celui-ci, Homer de Slow Sunday Paris, toujours aux éditions Mango, qui est très sympa parce qu'en fait on apprend en réalisant des modèles. Au final je suis pas forcément du genre à faire des essais, genre des poches à plat pour rien, enfin des pièces d'essai, pièces d'études pardon, mais de tester des patrons qu'on choisit au fur et à mesure de plus en plus compliqués. Ça permet d'apprendre et de coudre, voilà, et d'être fier de soi, d'avoir des pièces, de pouvoir porter ces pièces, même si c'est des cousettes simples, de plus en plus compliquées, même si elles sont pas parfaites au début, c'est toujours un plaisir quand même de réaliser de la couture. Donc ces petits livres-là, j'ai également beaucoup appris avec celui-ci, que j'ai découvert récemment, mais que j'aime beaucoup, donc Mille et une robes de Michel Thénault. Donc le principe, c'est de faire son patron de base,
Donc on a un patron, on secoue une toile, là, pour le coup j'ai cousu une toile, on secoue une toile et on fait vraiment tous les ajustements, elle explique vraiment comment ça se passe au niveau de plein d'ajustements différents pour aller vraiment avec notre morphologie. Et du coup on a vraiment un patron qui nous ressemble et par la suite après on peut modifier pour créer après ces patrons de robes qui nous plaisent, donc c'est vrai que c'est vraiment top. Les patrons les livres pardon, que je conseille également, il y a celui-ci qui est sorti il n'y a pas très longtemps aussi, qui est génial. Donc ne pas déranger, je couds de Coralie Bijasson. Il y a énormément de modèles très sympathiques, débutants, vraiment c'est 30 modèles sans patron. Donc en fait on crée à peu près notre patron avec nos mesures. Ça évite de se planter au niveau des tailles. Mais c'est vraiment sympa, c'est des choses toutes simples mais vraiment pas bêtes, qui permettent d'être vraiment très sympathiques quand on choisit des tissus un peu originaux, un peu voilà, qui changent. Pour la couture bébé, alors j'en ai très peu cousu, mais j'ai ce livre là que je m'étais acheté, Garde-robe idéale de bébé, de la créatrice Diane Pattern, Marie-Émilienne. Alors j'ai déjà cousu peut-être un ou deux petites choses de ce livre pour un bébé. Mais c'est vrai que c'est passionnant, il y a énormément de modèles de base, très sympa, des petits pantalons, des petits hauts, si on veut faire une garde-robe à son bébé ou pour offrir, voilà, moi c'était pour offrir, mais c'est vrai que c'est très sympa. Je garde précieusement ce petit livre, nickel pour des petits cadeaux. Il y a également celui-ci, dont je me suis servi il n'y a pas si longtemps que ça. Sac, pochette et accessoires pour hommes. Alors je couds très peu d'accessoires, je couds beaucoup plus effectivement de pièces à porter, par choix et par préférence. Mais dans celui-ci il y a beaucoup de choses pour hommes et ça me fait toujours plaisir de coudre pour mon homme, même si je le fais pas assez souvent. Mais par exemple j'avais cousu dans ce livre le papillon pour notre mariage. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil mignon, il y a pas mal de choses. Également ce que je voulais signaler, mais même si on est en 2020, c'est pas grave, l'agenda couture 2019 que j'avais réalisé avec Mango, que j'avais adoré faire. Voilà, en fait c'est un agenda donc par semaine, et chaque semaine j'ai mis des petits conseils, des petites adresses, des petits clins d'œil couture tout au fil de l'année. J'ai mis beaucoup de moi, beaucoup de ce que j'aimais, voilà, dans ce petit agenda et j'adore. Voilà, ça reste un super souvenir, l'agenda. Voilà pour les livres, mais il y en aura encore des tonnes, comme je vous dis j'en ai énormément des bouquins. Faut pas hésiter, vraiment pour moi c'est toujours un bon investissement un livre, on y revient. Un tutoriel sur internet, parfois on va oublier la page, on va pas forcément l'enregistrer, alors que le livre il sera là, il vous attend quand vous avez besoin de lui. Donc c'est vrai que les livres couture, n'hésitez pas. Combien d'heures je couds par jour? Alors comme je disais, ça dépend, je peux ne pas coudre du tout, comme coudre 3-4 heures, voilà. Je rentre du travail, il doit être vers 19h30, quelque chose comme ça, en temps normal en tout cas. Je peux coudre jusque 21h, 22h sans problème et manger très tard. Ou alors voilà, manger tout de suite et coudre de 20h30 à minuit. Voilà, ça dépend vraiment de ma motivation, du temps aussi. L'été avec le soleil plus tardif, c'est vrai que j'ai tendance à coudre davantage le soir, et sinon le week-end. Souvent le week-end je me fais une après-midi couture, donc après manger vers 14-15h je mets à la couture jusqu'à 19h, 20h. Donc ça me permet de coudre des grosses pièces en une fois. C'est vrai que j'ai tendance à coudre en une fois, j'ai très peu de couture que je laisse traîner sur plusieurs jours. J'aime bien finir quelque chose quand j'ai commencé, sauf les boutons clairement parce que souvent il me manque les boutons. Mais à part ça, voilà, j'ai tendance à finir ma cousette assez rapidement, j'aime pas trop laisser traîner. Où est-ce que je trouve mon inspiration? Alors un peu partout, ou comme tout le monde je dirais en tout cas. Pinterest, j'adore, j'y passe des heures. Instagram bien sûr, voilà, j'ai tendance à épingler, je vous avais déjà montré comment épingler des images sur Instagram. Je me suis fait des petits tableaux, donc un tableau couture, tricot, voilà, patron, etc. Dès que je vois une cousette qui me plaît, ou un ensemble de couleurs qui me plaît, ou de matière, etc. J'épingle tout ça, et puis quand je suis en manque d'inspiration, ou je suis un peu, voilà, je réfléchis à ma prochaine cousette, j'hésite pas à aller voir dans ce tableau couture pour regarder un peu ce qui s'y passe, ce que j'ai épinglé récemment, ce qui m'a plu, pour voir un peu ce que je peux faire à partir de ça, m'inspirer. Donc Pinterest, Instagram, la vraie vie, dans le métro, ça m'est déjà arrivé, je vous avoue, de prendre une photo de quelqu'un que je suivais dans le métro parce qu'il y avait une poche sur son manteau ou un pli dans le dos que je trouvais joli, voilà, donc je fais un peu on espionne là-dessus, mais le quotidien, voilà. Les marques de vêtements également bien sûr, enfin voilà, Cézanne, des petits hauts comme tout le monde, quand je vois leur lookbook sortir,
j'y fais un tour et je fais des screen écran et voilà, je mets ça de côté pour les prochaines cousettes que j'aime beaucoup. Ce que je privilégie quand même, c'est de pouvoir porter les vêtements. Pour moi, si un vêtement ne peut pas être porté dans le métro, je ne le coupe pas parce que je sais que je ne le porterai jamais. C'est un peu mon test. Est-ce que je pourrais sortir avec et prendre le métro avec? Donc les petites robes d'été, de vacances bien sûr, c'est encore à part, mais le reste, j'ai envie de pouvoir les porter au quotidien parce que du coup, je le porte au quotidien. Il faut que ça me ressemble, que je me sente bien dedans. Donc c'est vrai que j'ai tendance à coudre des choses assez pratiques. Avec quelle matière j'ai l'habitude de doubler? Alors, au tout début, je doublais avec du voile de coton, ce qui est parfait parce que ça glisse pas, c'est fin. Donc du voile de coton que j'ai acheté au coupon de Saint-Pierre, pour ça ils ont vraiment tout ce qu'il faut en coupon de 3 mètres, c'est très très pratique. Avoir ça de côté, du blanc, du marine, voilà, différentes couleurs comme ça, en fonction des tissus qu'on préfère doubler. Donc du voile de coton pour les débutantes. Par la suite, j'ai pris du voile de viscose qui est très bien parce qu'encore plus fluide. Même si le voile de coton est quand même fin, du coup il est assez fluide, mais le voile de viscose est encore mieux, je trouve. Contre la peau, il glisse vraiment, c'est très très agréable. Et récemment, j'ai également découvert la popeline de viscose, alors toujours au coupon de Saint-Pierre. Une dizaine de couleurs, c'est très très pratique, encore une fois un coupon de 3 mètres, on a ça chez soi, c'est toujours pratique à avoir de côté. Donc la popeline de viscose, c'est un peu plus lourd que le voile de viscose, et ça permet que si notre tissu est vraiment transparent, et bien ça enlève vraiment de transparence en fait, parce que le voile de viscose peut être encore légèrement transparent, alors que la popeline de viscose beaucoup moins, mais ça va toujours être fluide, très doux contre la peau, donc très très agréable. Donc c'est un peu vraiment mes gros conseils. Toujours un blanc, un marine en tout cas, minimum de côté, et c'est très très pratique. D'ailleurs avec ce confinement j'ai épuisé totalement mes doublures blanches, je n'en ai plus du tout, il va falloir que je refasse du stock. Alors la cousette qui m'a paru le plus difficile et le plus facile. C'est difficile parce que le plus difficile, clairement, je vais dire que c'est ma robe de mariée, parce que voilà, des heures et des heures de conception, de couture, des matières fragiles, délicates. Donc clairement, le plus difficile, c'est la robe de mariée, sans nul doute. Et plus facile, c'est très dur parce que j'ai cousu beaucoup de petits patrons tout simples. Je sais que le Trop Top d'Ivan Soufflet, j'avais adoré le coudre parce que c'est un patron très simple. Il n'y a pas d'emmanchure, c'est des manches tombantes en fait de côté. Un col tout simple, voilà, on peut faire plein de modifications, plein de variantes. Il y a vraiment plein de petites cousettes. La cousette, la jupe Sister Mini de Vanessa Pouzet, qui était très simple aussi, une petite jupe que j'avais cousue au tout début de ma couture, avec une fermeture éclair sur le milieu et puis des petits arrondis sur le devant. Très sympa, qui était vraiment simple, même pour une débutante vraiment j'avais très peu d'heures de couture et ça passait très bien. Il y a beaucoup de patrons débutants, des petits hauts, tout ce qui est petits hauts sans emmanchure, parce que c'est déjà une petite complexité l'emmanchure quand on débute, donc tout ce qui est sans emmanchure, des débardeurs, voilà. Charlotte Ouzou, dans son livre, son premier livre je crois, il y a un petit débardeur comme ça que j'avais cousu au début aussi qui est parfait. Voilà, beaucoup de petits patrons. Il faudra vraiment que je fasse un article d'ailleurs sur tous mes petits patrons parce que lister comme ça va être compliqué, mais il y en a beaucoup. Et du coup pour la pièce la plus difficile, la robe de mariée, je l'ai avec moi juste ici. Voilà, donc la dentelle de Calais, des petits mancherons, le décolleté, j'avais incrusté de la dentelle du coup sur le décolleté, et également un petit peu de dentelle aussi au bord. Le dos était du coup ouvert, voilà, avec un petit nœud aussi. À la taille, on a une taille marquée avec une lichette et des petits boutons également. Donc beaucoup de choses dans cette robe, ça m'a pris effectivement des heures et des heures. D'ailleurs à ce propos, j'avais suivi le cours d'artisane sur comment coudre sa robe de mariée. Donc un cours passionnant que je vous conseille si vous voulez coudre vraiment des matières délicates. Voilà, coudre de la dentelle, coudre de la soie, ça glisse, c'est pas facile, mais il y a des astuces, il y a plein de bons conseils. Donc n'hésitez pas à aller voir leur cours sur coudre des matières, voilà. Enfin, coudre sa robe de mariée, mais pas seulement, vraiment, c'est pas uniquement sa robe de mariée. On a un patron de robe de mariée par contre qui est compris dedans. Alors moi j'ai utilisé la jupe de ce patron pour ma robe, et après j'ai mixé un autre patron de devant, de dos. Voilà, j'ai un article dédié sur le blog si vous voulez en savoir plus sur cette robe. En tout cas c'est clairement la pièce la plus compliquée que j'ai jamais cousue.
sur un coup de tête et très peu porté. Oui, effectivement, en 6 ans de couture, j'ai pas toujours fait les bons choix et c'est normal. Surtout au début, on se perd un peu, on voit un patron, on dit ah, elle est magnifique, et puis je ne la porte jamais. Notamment, j'avais cousu la blouse Marthe Marthe je crois, de République du Chiffon, qui est une blouse très ample en fait. Elle est très ample avec une basque. Et en fait je pense que clairement je ne l'ai jamais portée. En fait ce qui est trop ample, surtout avec des basques à la taille, quand la taille n'est pas marquée, c'est compliqué sur moi. Avec ma poitrine je trouve que ça fait tout de suite parachute, je me sens pas du tout à l'aise. Donc voilà, clairement il y a des... Et pourtant le patron là on l'a vu 1 million de fois et je la trouve canon sur les autres, mais sur moi c'est pas possible. C'est vrai que parfois on flash sur des patrons, sur des personnes, et on se rend compte que voilà, une fois réalisé sur soi c'est pas pareil. Donc au fur et à mesure qu'on coud, on finit par se connaître les formes qui nous vont, connaître les coupes, les ajustements qu'il est important de faire. Donc faut pas hésiter à s'écouter, à tester, voilà, c'est pas grave, je l'ai cousu, je le regrette pas, mais clairement je sais que je ne la referai plus, même si à chaque fois que je la revois passer, je me dis elle est pas si mal cette blouse. Selon mon tour de poitrine, quelle taille je fais? Alors, je fais 95 de tour de poitrine, ce qui me situe entre un 40 et un 42 en fonction des tableaux de mesure des créatrices. Et comment je fais pour savoir quelle taille je couds? Et bien comme je disais tout à l'heure, ce que je fais c'est que je mesure sur le patron. Donc soit le patron propose les mesures de vêtements finis, ce qui m'aide également beaucoup pour choisir, en fonction de l'aisance que je souhaite, parce que parfois la créatrice va prévoir une aisance très importante et moi je vais vouloir la réaliser avec une aisance un peu moins importante, donc je vais pas hésiter à faire du 40. Donc je vais mettre 38 parce que sinon j'ai des mauvaises surprises, mais en tout cas du 40 au minimum. Et si jamais je sais que c'est très près du corps, ou j'ai vraiment besoin de la fermer, d'être vraiment à l'aise, d'avoir peut-être plus d'aisance que le prévoit la créatrice, là j'ai pas hésité à faire du 42. Donc ça dépend, il faut se connaître, il faut connaître ses mensurations et l'aisance qu'on aime. Pour ça c'est facile, hein. Vous essayez une pièce qui vous plaît vraiment, dans laquelle vous vous sentez bien, avec l'aisance que vous souhaitez, et puis vous mesurez le tour de poitrine de cette pièce finie, et vous vous rendez vite compte quand vous mesurez sur le patron, voilà, ce que ça va donner un peu sur vous, quelle aisance, et ça aide un peu à choisir quand vous êtes entre deux tailles. Et surtout ne pas hésiter, si vous avez par exemple un tour de poitrine plus important que votre tour de taille par exemple, et ben ne pas hésiter à tracer entre deux tailles quand voilà, vous voulez resserrer à la taille pour que ça vous corresponde davantage. Ne pas hésiter à en faire entre deux tailles, mais vraiment se mesurer et se connaître, c'est le meilleur des conseils. Alors FBA, donc Full Bust Adjustment, et est-ce que j'en fais souvent? Alors j'ai découvert ça il y a pas longtemps, donc il y a quelques mois je dirais, en début d'année peut-être, à partir du livre Mille et une robes de Michel Thénault qui propose du coup cette modification. Et en fonction de vos mensurations, elle vous dit si vous avez besoin ou pas. C'est-à-dire que j'ai une carrure de 40, mais la poitrine est un peu plus élevée que le 40, en tout cas pour son modèle à elle. Donc elle propose de faire cette technique. Donc il y a une technique qui permet d'ajuster le patron et de mettre plus d'aisance au niveau de la poitrine sans toucher les épaules et le reste en fait. Ça permet vraiment de donner de l'aisance là où il y en a besoin et pas partout. Ne pas choisir forcément une taille en plus si c'est juste la poitrine qui est plus importante que la taille ou les épaules. Donc cette technique je l'ai très peu utilisée pour l'instant, je vous avoue. Donc ça a été vraiment une vraie découverte parce que la toile que j'ai réalisée suite à ça est vraiment parfaite. Enfin, voilà, c'est vraiment du sur-mesure. Donc c'est vrai que c'est vraiment l'idéal, en tout cas si vous avez des morphologies un peu particulières, faut pas hésiter. Mais ce que je fais du coup c'est, comme je l'ai dit, je mesure sur le patron et quand je vois que ça passe, surtout en fonction du patron parce que soit le patron soit un petit peu loose, c'est quand même un peu la tendance actuelle, le patron un peu loose, donc ça gêne pas en fait que la taille soit un peu plus large. Donc je fais voilà, un 40 ou un 42 en fonction, sans réaliser forcément de full bust adjustment. Mais on peut, voilà, si le patron est plus serré, si je vois que c'est bizarre, ça m'est arrivé une seule fois pour l'instant, de devoir le refaire dans un autre patron. Mes conseils pour progresser au niveau des finitions. Alors, suivre des tutoriels sur YouTube, il y a des tonnes de tutoriels, mais pour avoir l'idée des nouvelles finitions, clairement c'est les patrons de couture. Notamment chez Atelier Scamit qui fait toujours des finitions aux petits oignons, on a des coutures anglaises partout, des empiècements qui sont doublés en sandwich pour que vraiment il n'y ait pas de couture apparente nulle part. C'est toujours très bien fini. Ne pas hésiter à foncer vers ces patrons si on veut en apprendre sur les finitions, je la conseille à 1000%. Surtout que chaque patron chez elle a une vidéo pour tout expliquer en long, en large, en travers. Donc on est vraiment guidé, il n'y a pas de souci.
Donc tout ce qui est livre de couture, bah, je le conseille parce que tous ces petits livres, ils ont des astuces. Donc c'est vraiment top. Et puis les vidéos, voilà, il y a énormément de vidéos maintenant sur plein de choses, sur des pieds rouleurs ou des pieds de machine à coudre à utiliser, sur des astuces pour des fentes, pour retourner un col, pour plein de choses. Donc vraiment ne pas hésiter à fouiller YouTube, fouiller vos bouquins de couture, il y a toujours des bons conseils à trouver. Et puis tester, voilà, se challenger un petit peu, c'est le meilleur moyen de progresser. Quels sont mes outils indispensables en couture? Alors je ne vais pas vous donner tous mes outils couture parce que ça serait un peu trop long et puis je ferai peut-être une vidéo un de ces jours sur mon atelier. Mais en tout cas j'ai ramené ici quelques petites choses dont je ne me sépare jamais. Alors des petites choses toutes bêtes et des petites choses un peu plus intéressantes peut-être pour vous. À savoir, c'est très bête hein, mais une poubelle de table, une poubelle de couture. C'est vraiment bête mais c'est indispensable pour moi pour un travail bien fini. Pour être sûre de ne pas avoir des fils partout qui se mélangent, j'ai toujours ma petite poubelle de table voilà, qui ne me quitte pas, que j'ai fait avec des chutes un jour sur un coup de tête et que je ne regrette pas, je l'adore cette petite poubelle de table. C'est un peu la base. Après il y a ça, c'est un petit couturomètre. Voilà, celui-ci est en bois, je l'ai trouvé sur Etsy il me semble. Donc il a marqué les différentes tailles, donc on a 1 cm, 0,5, voilà. C'est très pratique pour mesurer au niveau des ourlets et surtout pour faire ses ourlets en fait. C'est-à-dire que on place son tissu dessus, on le recouvre par exemple du niveau 1 cm, on a tous les traits qui nous indiquent où on en est, et puis comme c'est du bois celui-ci, on peut passer le fer dessus et être sûr en fait de ne pas cramer notre petite règle et pour pouvoir vérifier les ourlets. Donc c'est toujours très pratique, il est toujours à côté de moi. J'en ai également fait un en carton tout bête, avec des petits traits tous les 0,5 et tous les centimètres. Cette idée là, je l'ai eue d'une vidéo de Atelier Scamide d'ailleurs, qui était très bien expliquée et depuis c'est un indispensable pour moi. Voilà, pour tout ce qui est ourlet, vérification, voilà, de dimension de couture, c'est top. Donc bien sûr la paire de ciseaux Fiskars, ça c'est la base également, clairement je ne peux pas m'en séparer et j'ai également pris l'aiguiseur, voilà, je l'aiguise de temps en temps, mais toujours avoir une paire de ciseaux uniquement pour le tissu, c'est la base, clairement. Après j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, alors je vais faire attention de ne pas mettre des épingles, des aiguilles partout, mais c'est un bracelet aimanté pour mettre tout ce qui est épingle, donc c'est hyper pratique. On pose ça sur le bras, si j'y arrive forcément, on pose ça sur son bras, on peut, comme ça tient bien parce que c'est aimanté en fait le bracelet également, on peut le mettre à différents niveaux si on le souhaite. C'est très pratique parce qu'on a toujours ses aiguilles sur soi. Avant j'avais une boîte, je mettais dans la boîte, où j'avais également un pavé qui était aimanté, mais c'est moins pratique que le bracelet je trouve parce qu'on peut l'avoir partout. Quand je suis sur le mannequin de couture en train de voir comment ça se passe, je peux prendre mon épingle tout de suite sans me retourner pour chercher ma boîte, etc. C'est hyper pratique. Et quand il y a des aiguilles qui sont dispersées sur la table de coupe, ou table couture en tout cas, je passe tout simplement le bracelet, et ça aspire entre guillemets toutes les aiguilles qui traînent. Donc c'est hyper pratique. Ça depuis que je l'ai, depuis quelques mois là, je ne m'en sépare plus, clairement, je le conseille. Très pratique. Également les pieds, les différents pieds de machine à coudre. Alors ça c'est un pied ourleur, voilà, de machine à coudre, mais il y a des tonnes de pieds de machine à coudre en fonction de votre type de machine. Mais ne pas hésiter à tester les pieds, ça peut vous changer la vie. Là c'est un pied ourleur qui permet de faire des petits ourlets roulés de quelques millimètres, très fin pour les tissus délicats, c'est l'idéal. D'ailleurs je prévois peut-être vous faire une petite vidéo sur ce petit pied en particulier, mais je l'adore. Il y a énormément de pieds qui permet de faire des ourlets, mais plein d'autres choses également, quand vous pouvez faire du patchwork ou avoir certaines marges de couture. Voilà, ne pas hésiter à tester les pieds. Je sais que moi j'avais acheté un pack d'une 30aine de pieds je crois sur internet et j'aime beaucoup les tester. Il y a même des pieds pour poser pour ganser en fait votre tissu, voilà, ça se fait en 2 secondes si vous avez un peu pas forcément le temps de le faire à la technique classique on va dire avec 2 coutures etc. Ça permet d'avoir des résultats plutôt pas mal et très rapides. Donc ne pas hésiter à tester plein de pieds. Vraiment c'est très pratique.
J'avais également ceci, alors c'est pas grand chose en fait, c'est un petit morceau comme ça, un peu épais, que j'avais cousu, enfin en tout cas que j'ai collé à partir de chutes de cuir. Et en fait cette petite partie épaisse permet, lorsque vous avez un tissu épais et que vous souhaitez coudre, vous êtes au début de votre tissu qui est épais, si votre pied presseur n'est pas parallèle, enfin s'il n'est pas parallèle au sol en tout cas, mais qu'il est de côté comme ceci, et bien en fait ça va pas coudre correctement, ça va bourrer votre tissu. Alors tout simplement on pose ce petit morceau qu'on peut faire avec n'importe quoi, hein, du carton, du tissu qu'on met assez épais, et en fait on le pose derrière le pied, ce qui permet que le pied soit en fait parallèle, et c'est l'idéal pour commencer la couture. Voilà, donc c'est toujours ça de côté quand le tissu est un peu épais et que ça ne veut pas forcément avancer. Très pratique pour surélever l'arrière du pied, pour avoir une couture qui soit plus nette et plus sympa. Également, mon petit conseil, bon ça c'est la base, hein, mais c'est un petit coupe-coupe, hyper pratique. Voilà, je trouve ça plus pratique qu'une paire de ciseaux parce que je la prends en 2 secondes, je coupe le fil sans avoir à enfiler mes doigts dans une paire de ciseaux pour le quotidien. Si vous voulez décalquer des patrons, alors je sais qu'à la base normalement il faut prendre du papier de soie, mais c'est très fragile, c'est très délicat, on voit pas toujours bien à travers je trouve. Et cette technique depuis quasiment le début que je couds, c'est ceci. Alors c'est un rouleau, tout simplement, un rouleau de papier transparent, normalement pour recouvrir les livres. Donc vous pouvez voir, c'est pour recouvrir les livres. Donc en fait c'est souple, c'est vraiment transparent, mais c'est assez épais quand même, c'est-à-dire que ça se déchire pas du tout. On peut tirer dessus, il n'y a pas de souci, ça se déchire pas du tout. Ça se coupe très bien à la paire de ciseaux, pour le tissu, surtout pas pour le tissu mais pour le papier. Ça se coupe très bien, et en fait quand j'utilise un marqueur comme ceci pour écrire dessus, c'est parfait, ça ne s'enlève pas, mais d'avoir un trait très facilement. Quand on décalque, vraiment c'est l'idéal parce qu'on va vraiment à travers ce papier, et le marqueur, voilà, on peut marquer ce qu'on veut dessus, il n'y a pas de problème, ça bougera pas. On peut après replier le patron qu'on a découpé dans ce papier plastique dans une pochette, on le ressort quelques temps après, il n'y a pas de souci, il ne s'est pas déchiré, on le raplatit, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que c'est le papier livre, enfin le papier recouvre-livre, plastique comme ça, c'est l'idéal. J'en achète par rouleau, surtout à la rentrée scolaire parce que c'est pas toujours facile d'en trouver. Mais au pire sur internet on en trouve toujours, donc j'en ai toujours des rouleaux d'avance comme ça chez moi. Je crois qu'il doit faire peut-être 70 cm de large et quelques mètres, voilà. Donc hyper pratique. Alors également, depuis je fais un petit peu de patronage en tout cas, que je m'amuse un petit peu, il y a ce papier quadrillé qui est vraiment top. Pour vraiment tracer, être sûr de faire des lignes droites, etc. C'est très pratique. Je vous le conseille un peu, enfin si vous voulez faire des patronages, c'est beaucoup plus pratique d'avoir ce quadrillage comme ceci, tous les centimètres et tous les 0,5 cm, pour pouvoir tracer des lignes droites et se repérer plus facilement. Donc voilà un peu toutes mes petites astuces. Les références de mes machines à coudre et surjeteuses. Alors, machine à coudre, donc j'ai commencé avec une machine de ma maman, qui était une Singer, que j'ai eue pendant au moins 2-3 ans, qui m'a vraiment suffi pendant très longtemps. Et d'ailleurs je suis d'avis qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une machine très évoluée pour faire de très jolies choses, il n'y a pas de raison. Tant qu'elle fait un point droit correct, un point zigzag, et la boutonnière surtout, la boutonnière, et qu'elle passe les épaisseurs un peu plus élevées on va dire, parce que si on peut pas coudre de suite dessus c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, les boutonnières c'est sûr que c'est une fonctionnalité hyper importante, mais c'est vrai que tous les points fantaisie, toutes les options, voilà, je suis pas forcément d'avis que c'est essentiel en tout cas. Donc elle m'a suivi pendant très longtemps, cette machine à coudre. Ensuite j'avais eu un petit partenariat avec Husqvarna. J'avais testé leur machine à coudre qui était pas mal du tout, vraiment bonne surprise, enfin la machine à coudre était top. Je vous remettrai une petite photo par ici ou par là d'ailleurs. Voilà, et puis maintenant je suis retombée sur Singer, c'est une Futura 4400 je crois, et qui est vraiment sympa aussi. Enfin voilà, elle fait tout ce qu'on veut qu'elle fasse, clairement. C'est nickel. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'elle ne nous indique pas quand il n'y a plus de canettes. Et ça c'est pas cool, voilà. Mais sinon les boutonnières sont top, les points sont top, voilà, il n'y a pas de souci. Elle fonctionne très bien sur tout type de projet, il n'y a pas de problème. Au niveau de ma surjeteuse,
Alors j'avais une surjeteuse que j'ai achetée au bout de peut-être 2 ans de couture. C'est la machine en fait de base de Singer. Je crois que c'est 1000 FH, enfin je vous remettrai la référence, mais c'est la surjeteuse Singer, on va dire la premier prix, que j'avais chopé sur internet. Alors j'en suis pas super satisfaite honnêtement. Donc, pour les débuts c'était parfait, clairement ça m'a bien sauvée. Et d'ailleurs je vous invite à acheter rapidement une surjeteuse parce que ça change la vie. Voilà, au début on s'en fait des montagnes de certains projets, certains types, c'est un tissu qui s'effiloche et avec une surjeteuse ça change la vie, on va beaucoup plus vite, on gagne du temps, vraiment c'est un plaisir. Par contre ma surjeteuse est pas forcément tip top, là il faudrait que je change le couteau qui coupe plus très bien et puis voilà, quand il y a trop d'épaisseur elle a un peu de mal également. Donc je pense un de ces jours craquer pour une bonne surjeteuse qui va me ruiner. Je rêve d'une surjeteuse à enfilage à air automatique. Voilà, je l'ai dit, c'est un rêve. D'appuyer sur un petit bouton et que le fil s'enfile tout seul. Alors ça serait vraiment le rêve. En fait, ça prend toujours du temps en fait. On a toujours tendance à se dire bon, ma surjeteuse est enfilée en blanc, et ben je vais coudre quelques projets en blanc. Et puis avant d'enfiler en noir ou marine, etc. Et de pouvoir coudre des projets de cette couleur là parce que c'est toujours, on perd toujours une demi-heure à changer ces fils et à faire les tests de réglage de tension pour voir si c'est correct ou pas, pour être sûr d'avoir la bonne tension, de pas abîmer son tissu, de pas faire de bêtises. Donc voilà, c'est vrai qu'une surjeteuse un peu haut de gamme, ce serait le rêve. Donc voilà, j'y pense, on verra bien. Quel est l'effet du confinement sur ma couture? Eh bien j'ai beaucoup cousu parce que en temps normal je couds à peu près 1 à 2 pièces maximum par semaine parce que je couds le soir et le week-end uniquement. Donc voilà, simplement 1 à 2 pièces par semaine, alors que pendant le confinement j'ai cousu jusqu'à 4 à 5 pièces par semaine. Donc forcément c'est beaucoup plus parce que j'étais en chômage partiel. Donc vraiment ça a eu un effet booster sur ma couture, en tout cas ma créativité. Je me suis sentie boostée, j'étais vraiment libre de faire ce que je voulais. J'avais du temps enfin pour me plonger dans des patrons, pour les modifier davantage que d'habitude. C'était un plaisir de vraiment apporter ma touche beaucoup plus que d'habitude et je pense que je vais garder ça à l'avenir. Le fait de davantage personnaliser mes patrons et les adapter à ma morphologie, à ce que je veux, voilà, à ce qui me plaît. Donc vraiment ça m'a boosté, j'ai cousu la moitié de mon dressing d'été, enfin clairement j'ai déjà des tops et des robes plus savoir quoi en faire. Donc je vais continuer bien sûr à coudre pour le printemps-été, mais c'est vrai que peut-être de manière moins intensive, je vais de nouveau prendre un peu plus de temps. Mais ça m'a vraiment boosté la couture. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir posé toutes ces questions super intéressantes. N'hésitez pas à me poser d'autres pour que je puisse répondre en commentaire sous cette vidéo ou dans d'autres vidéos, pourquoi pas. En tout cas c'était un vrai plaisir, merci beaucoup, merci de votre soutien, de tous vos commentaires, vos messages qui sont vraiment adorables et qui m'aident beaucoup à me motiver à faire tout ça. Voilà, c'est du travail mais c'est un vrai plaisir de partager ma passion avec vous. Donc merci beaucoup et puis à bientôt.